Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour les librairies Mola et le département de communication du CHU de Bordeaux d'avoir organisé cette soirée fort intéressante, m'avoir invité. Je suis ravi d'être là parmi vous pour animer un peu cette discussion. Donc, j'ai compris que le format, je dois parler tout seul. Je suis désolé pendant 30 ou 40 minutes, puis on aura le temps de discuter. Je m'appelle Kamel Mohamidi, je suis diabétologue au CHU de Bordeaux, particulièrement au service d'endocrinologie de l'hôpital Olévêque, et je suis en même temps professeur d'université à l'université de Bordeaux, et je m'intéresse beaucoup au diabète et ses complications. Vous avez compris, le diabète, c'est un enjeu majeur de santé publique. Et il est particulièrement connu par sa fréquence. C'est une maladie commune, en fait. On connaît tous un frère, une copine ou un voisin qui a le diabète. Et il faut dire que beaucoup de patients vivent avec le diabète de façon satisfaisante, avec des conditions assez bénignes, et ça se passe plutôt bien. Mais dans certains cas, malheureusement, le diabète peut causer un certain nombre de complications sur le plan aigu ou sur le plan chronique. Et on a maintenant pas mal de progrès sur le plan technologique, sur le plan pharmacologique, surtout en termes de prévention. On a suffisamment de possibilités maintenant pour prévenir même le diabète. Donc, je vais essayer de détailler un peu tout ça, tout doucement, pour commencer, pour définir le diabète. C'est une condition pathologique caractérisée par un excès de concentration de glucose dans le sang, ce qu'on appelle hyperglycémie, trop de sucre dans le sang. Et par définition, c'est quoi le problème du diabète? C'est qu'il peut causer un certain nombre de complications aiguës tout de suite. J'ai 3 grammes ou 4 grammes par litre de glycémie, ça peut m'amener aux urgences pour une complication dite métabolique. Ou au contraire, c'est l'exposition à l'hyperglycémie modérée ou modérément élevée pendant des années, qui va finir par entraîner un certain nombre de complications, particulièrement au niveau des vaisseaux, les vaisseaux de petit calibre, de gros calibre, ou également au niveau d'articulation ou d'autres organes. En réalité, on définit toujours le diabète par l'hyperglycémie, mais l'hyperglycémie, c'est que la partie apparente de l'iceberg. Le diabète, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus large que l'hyperglycémie, parce que le fait d'être exposé à cette hyperglycémie pendant des années, ça peut donner un certain nombre de complications, particulièrement l'atteinte des vaisseaux de petit calibre, ce qu'on appelle dans le jargon médical la microangiopathie, donc une atteinte des vaisseaux de petit calibre, et particulièrement au niveau de la rétine, et ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et malheureusement, à ce jour, en Occident notamment, la rétinopathie diabétique, cette complication ophtalmologique du diabète, est responsable de la cécité en premier degré parmi les gens qui sont âgés de moins de 55 ans. Le diabète touche d'autres vaisseaux de petit calibre au niveau rénal à ce moment-là, et ça donne la maladie rénale diabétique. Et si on va visiter des gens, des collègues dans des centres de dialyse, on va voir qu'un patient sur 2 est diabétique. Donc le diabète, c'est un très grand client pour ces maladies rénales sévères qui arrivent au stade terminal avec recours à l'hémodialyse, recours à la dialyse péritonéale ou même de la transplantation rénale. Le troisième type de complication des vaisseaux de petit calibre, c'est les nerfs, particulièrement au niveau des membres inférieurs. Et ça peut donner des ulcères. Et à la fin, malheureusement, la capacité de cicatrisation, des fois, chez certains patients, elle est ralentie. On n'arrive pas à les cicatriser avec des complications de type vasculaire ou infectieuse. Et on arrive malheureusement à des amputations. Et 50% des amputations d'origine non traumatique, si on ne considère pas les amputations secondaires aux accidents de la voie publique et d'autres accidents, toutes les autres amputations, la moitié, c'est le diabète aussi. Le diabète peut toucher les vaisseaux de gros calibre, ce qu'on appelle la macroangiopathie, et particulièrement le cœur. Donc, les patients diabétiques sont prônes à avoir des maladies cardiovasculaires, sont prônes à avoir aussi de l'accident vasculaire cérébral particulièrement, mais également un certain nombre de troubles cognitifs. Et il y a d'autres complications au niveau gastrique, de l'estomac, au niveau bucco-dentaire, association avec certaines maladies comme le foie gras, ce qu'on appelle la NASH, la maladie hépatique dysmétabolique, et ça peut entraîner un certain nombre de dysfonctions sexuelles, particulièrement chez l'homme. Sur le plan épidémiologique, le diabète devient vraiment un grand problème de santé publique à travers le monde. Et aujourd'hui, on peut voir en haut à gauche que dans le monde, on est à plus de 550 millions de patients diabétiques dans le monde.
et il y a une augmentation progressive de 46% au niveau mondial. Mais cette augmentation, elle est très marquée dans certaines régions du monde. On peut voir au niveau de l'Afrique, où il y a une augmentation de 134%, pardon. En revanche, d'autres régions comme l'Europe, où l'augmentation elle est beaucoup plus modérée, à 13%. En Europe, on est à 61 millions de patients avec un diabète. Et si on regarde un peu l'estimation, à gauche, on a l'évolution réelle, enfin les chiffres qui ont été constatés entre 2000 et 2021. Et on est parti de 150 millions de patients diabétiques. En 2021, on est arrivé à 537 millions. Et les prévisions d'ici 2045, on va avoir presque 800 millions de patients diabétiques. Donc c'est vraiment un grand problème si on arrive à le comprendre. Et on peut faire des choses, des fois, par des moyens très, très simples pour limiter un peu les dégâts et la progression de cette pandémie. En France, quelle est la situation? Les données récentes de la Caisse d'assurance maladie de 2021 estiment une prévalence de 6%. Je ne sais pas si on est 100 ici dans cette salle ou pas, mais si on est 100, il y a probablement 6 personnes parmi nous qui ont le diabète. Ça fait un peu plus que 4 millions de patients en France. Et si on peut s'intéresser un peu dans les régions, la prévalence, elle est très forte dans les dom-tom. Elle est un peu moyenne, elle reste dans la moyenne de 6% en métropole. Et on peut voir ici en Nouvelle-Aquitaine, on est dans les 6% de patients diabétiques. Le diabète aussi, il est particulièrement marqué par son coût. Ça coûte excessivement cher pour la Caisse d'assurance maladie. En France, en 2021, le coût, il était presque à 10 milliards. Et on peut voir un peu le détail sur cette diapositive-là. C'est principalement les soins de ville qui ont coûté plus de 8 milliards. Ça ne veut pas dire que les soins de ville sont plus chers, ça veut dire que c'est le volume. La majorité des patients diabétiques, 85%, sont suivis par le médecin généraliste ou quelques médecins installés. C'est qu'une minorité qui est suivie par les spécialistes et à l'hôpital. C'est pour ça que le chiffre est très élevé, parce que la majorité sont suivis un peu en ville. L'hospitalisation, elle coûte dans les 700 millions, un peu plus, et les prestations en espèces, particulièrement les indemnisations journalières, on est un peu plus que 650 millions. Donc c'est quand même un fardeau sur le plan santé publique, mais si on arrive à changer un peu les politiques, on va voir, on peut améliorer beaucoup de choses avec des moyens peut-être moins coûteux. Si on essaie de discuter un peu sur le plan mécanistique, c'est quoi le diabète? D'abord, le glucose. C'est quoi le glucose? C'est un sucre, en fait, qu'on a dans notre organisme, et c'est le principal carburant. Si on pense que l'essence est le principal carburant pour se déplacer pour les véhicules, c'est notre essence, c'est le glucose. Il est plus facile à utiliser, à métaboliser que les graisses ou les protéines. Il est beaucoup plus facile, même si des fois, on utilise de l'énergie à partir des protéines ou des lipides, mais c'est principalement le glucose qui nous apporte le carburant pour être transformé en calories, on va les voir. Et la deuxième notion la plus importante, c'est que les sources de glucose, elles sont de deux types. La source, elle est alimentaire, c'est vrai, mais la source alimentaire ne représente qu'un tiers de notre glucose. Il y a beaucoup de patients qui disent « Oui, mais j'ai rien mangé, ma glycémie monte. » Oui, mais parce que le glucose ne vient pas forcément de ce qu'on mange, il vient aussi de notre organisme, ce qu'on appelle la production endogène. Notre corps fabrique du glucose. Il le fabrique de deux façons. La première façon, il peut solliciter les stocks. Lorsqu'on mange, on a suffisamment d'énergie, suffisamment de calories. On va stocker le glucose dans un autre sucre qui est un peu plus complexe, qui s'appelle glucogène. Et on le met principalement dans le foie et dans le muscle. Et lorsqu'on en a besoin, si on jeûne pendant une période assez longue, pendant la nuit, le corps commence à produire un peu le glucose à partir de ce stock-là. Notre corps, il a d'autres capacités aussi, particulièrement le foie, l'estomac et le rein. Ils peuvent fabriquer du glucose de nouveau à partir de d'autres substrats. Il peut le refabriquer. Il y a des usines un peu qui fabriquent le glucose aussi. Et la troisième notion intéressante dans ce domaine-là, c'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone et son rôle, en fait, c'est qu'elle fait rentrer le glucose dans la cellule. C'est la principale hormone. Lorsqu'elle est là, on peut la voir ici, lorsqu'on a de l'insuline. Donc, souvent, les patients qui n'ont pas de diabète ou des patients qui ont diabète de type 2, ils peuvent avoir un peu d'insuline aussi. Le glucose, il passe de la circulation sanguine, du vaisseau sanguin, il rentre dans la cellule. Et du coup, à la fin, on va fabriquer de l'énergie. Et tout va bien.
Notre glucose, il vient du sang, il va dans la cellule, il est rentré par la cellule grâce à l'insuline, et on va fabriquer de l'énergie, tout va bien. En revanche, lorsqu'on n'a pas d'insuline, le glucose ne va pas rentrer dans la cellule. Il reste dans la circulation sanguine, et donc on a ce qu'on appelle cette hyperglycémie. On fabrique peu d'énergie, on est fatigué, on n'est pas bien, même si on va utiliser d'autres voies. On va utiliser la matière grasse pour fabriquer de l'énergie lorsqu'on n'a pas de glucose. Mais c'est pas comme si vous n'avez pas l'essence et il n'y avait que le kérosène à côté, vous allez prendre un peu de kérosène. C'est exactement la même chose. Mais surtout qu'à la fin, puisque le glucose ne rentre pas dans la cellule, il va s'accumuler dans le sang et ça donne de l'hyperglycémie et c'est ça le diabète. Principalement, c'est ça le diabète. Et pour comprendre exactement quels sont les mécanismes qui causent le diabète, il faut qu'on parle du pancréas. Je ne l'ai pas dit, c'est l'organe qui fabrique de l'insuline. Il y a le pancréas, il va fabriquer l'insuline qui va passer par la circulation sanguine pour aller dans certaines cibles. Les principales cibles, c'est le foie, c'est le muscle, c'est l'adépocyte. C'est les principaux organes, en fait, qui vont utiliser l'insuline. Et lorsque tout va bien, on fabrique de l'insuline, donc elle est bien fabriquée, et elle est bien utilisée par les organes cibles qu'on vient de citer, le foie, le muscle et l'adépocyte. Le problème, lorsqu'on commence à avoir un défaut d'utilisation d'insuline, l'insuline existe, mais elle n'est pas super bien utilisée par le foie, par le muscle, par l'adépocyte, ce qu'on appelle insulino-résistance. Et donc, c'est la première composante du diabète, principalement de type 2. Et la deuxième composante, là, beaucoup plus grave, c'est qu'on a du mal à le fabriquer. Soit c'est un déficit de fabrication qui est partiel ou total. Il n'y a pas d'insuline. Et ça nous ramène à discuter les types de diabète. Il y en a plusieurs types de diabète. Je vais me focaliser beaucoup sur deux, mais je vous présente rapidement. Le type 1, c'est un diabète qui survient principalement chez les enfants et les adolescents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir chez l'adulte ou la personne âgée, c'est possible. C'est principalement le jeune adulte ou l'enfant et l'adolescent. Et ce type de diabète-là, il est très particulier. Les gens qui sont affectés par le type 1, ils n'ont pas d'insuline du tout, et l'insuline, elle est vitale. Et on a fêté il y a 2-3 ans, en 2021, le centenaire de l'utilisation d'insuline pour traiter le diabète. Ça a été fait à Toronto, au Canada, en 1921, où pour la première fois, on a extrait de l'insuline d'origine porcine, du chien et du bovine également, pour utiliser cette insuline, pour traiter des patients diabétiques et pour leur permettre de vivre. Avant, le pronostic il était extrêmement sombre. Les gamins qui avaient un diabète type 1 n'arrivaient pas à vivre pour des périodes beaucoup plus longues. Le type 2, on le voit beaucoup plus chez l'adulte. Et on peut le voir plus tôt. En France, on est un peu épargné. On n'a pas beaucoup de type 2 chez l'enfant, par exemple. Si vous allez aux États-Unis, à titre d'exemple, il y a beaucoup de diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent, ce qui est extrêmement grave, particulièrement à cause de l'obésité. On a très peu de diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent en France. Et c'est un diabète qui est particulièrement lié à notre mode de vie. Ça dépend comment je vis, comment je mange, comment je bouge, comment je suis, et je développe ou pas le diabète de type 2. Et le traitement, c'est changer son style de vie et avoir des médicaments. On détaillera ça un peu plus tard. Le troisième type de diabète, il est très particulier. J'ai parlé de cette situation-là qu'on utilise mal l'insuline, ce qu'on appelle de l'insulino-résistance. Eh bien, il y a certaines situations, l'obèse, c'est une situation où on utilise mal l'insuline. La grossesse en soi, secondaire à certaines modifications hormonales, l'insuline n'est pas bien utilisée. Et on a ce qu'on appelle aussi de l'insulino-résistance. Donc la femme enceinte, de façon générale, elle peut être exposée à faire un diabète gestationnel. C'est une anomalie de la glycémie qui se développe pendant la grossesse, quelle que soit l'évolution dans le postpartum. Et il faut l'identifier, il faut la dépister, il faut la traiter. Souvent, on arrive à être traité par la diététique seule. Des fois, on introduit un peu d'insuline, parce que sinon, on peut avoir des complications importantes pour la grossesse, pour le fœtus, pour le bébé, le nouveau-né et pour la maman. Il y a toute une série de diabètes extrêmement polymorphes. C'est les plus rares, mais ils sont très nombreux, qui peuvent être causés par des médicaments, comme des corticoïdes, par de la chirurgie, des gens qui sont opérés du pancréas pour des tumeurs, par exemple. Donc, c'est bien de les opérer du pancréas et de leur débarrasser de la tumeur, mais sauf qu'ils vont hériter de cette chirurgie le diabète. Il y a d'autres maladies,
certaines maladies où il y a un excès d'hormones, on développe un diabète dit secondaire. Il y a certains diabètes très particuliers, des diabètes génétiques. C'est des gens qui ont certaines mutations génétiques qui vont entraîner des diabètes très particuliers. Et le traitement est spécifique, ça dépend dans quelle situation on est pour traiter ce type de diabète. Je détaillerai un peu le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est 6% de toutes les formes du diabète. Et c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire quoi auto-immune? C'est qu'on a des cellules immunitaires qui sont là pour nous protéger contre les virus, le coronavirus, Covid-19, la grippe, n'importe quel virus, ou d'autres agents un peu agresseurs. Et pour des raisons un peu génétiques, des raisons qu'on ignore, ces cellules-là qui sont là pour nous protéger, elles attaquent un organe. Et là, dans ce cas-là, elles vont attaquer la cellule bêta du pancréas qui produit de l'insuline, et le gamin n'a plus d'insuline. Pour donner un exemple, vous avez un pays où il y a une armée qui est faite pour protéger les citoyens de ce pays-là. Pour des raisons qu'on ignore, l'armée qui est là pour les protéger, elle commence à les tirer dessus. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est exactement la même chose, des cellules immunitaires qui sont là pour nous protéger, pour des raisons pas très bien comprises, elles vont détruire en fait les cellules spécialisées. On peut avoir plusieurs types de maladies auto-immunes, c'est pour ça que ça s'appelle auto-immune, c'est notre immunité qui se retourne contre nous, et dans ce cas-là, cette auto-immunité, elle va attaquer la cellule spécialisée dans la production d'insuline, et ça fait le diabète de type 1 auto-humain qu'on voit généralement chez l'enfant et l'adolescent, et c'est un diabète qui est très parlant. Il n'est pas silencieux. Lorsqu'il s'installe, généralement, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Tout va bien et du coup, je commence à avoir soif, à avoir envie d'uriner beaucoup, perdre du poids, etc. Et on arrive souvent aux urgences parce qu'il est très, très, très clinique, très parlant cliniquement. Et le traitement, c'est l'insuline, quelle que soit la façon d'introduire l'insuline, mais c'est insuline à vie. Et il peut y avoir des nouveau-nés, des bébés, des nourrissons, des enfants, des adolescents. Une fois qu'on commence un diabète de type 1, c'est fini, c'est à vie. Il faut mettre de l'insuline. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'introduire de l'insuline, mais le traitement, c'est l'insuline. Et par la suite, ils ont besoin de se contrôler. Jusqu'à maintenant, se contrôler un peu au bout du doigt, mais il y a des progrès technologiques très significatifs, en fait, qui améliorent, mais de façon extraordinaire, la prise en charge et la qualité de vie des patients traités par insuline de façon générale. Jusqu'à maintenant, on se contrôlait la glycémie au bout du doigt, comme ici, avec une bandelette, et puis on a le chiffre qui s'affiche. Mais depuis quelques années, on a des systèmes de contrôle continu de la glycémie. On pose un peu ici, alors ça c'est ça. On pose un peu ici un capteur, celui-là, il est posé de façon très très simple. Il reste ici pendant 14 jours et on va le changer. Puis un dispositif que je porte comme un petit téléphone portable et qui va me donner toute une série d'informations. Il y a le chiffre, la glycémie, elle est à combien. Il y a la tendance, la flèche, elle est stable, elle monte beaucoup, elle baisse beaucoup. Il y a des courbes, il y a toute une série d'informations. Donc ça a complètement révolutionné la façon de contrôler et de s'autocontrôler. Les choses et en France, on a de la chance. Les patients traités par plusieurs piqûres d'insuline par jour sont remboursés. Et depuis peu, même les gens qui ont une seule piqûre d'insuline, pas forcément type 1 ou type 2, autre type de diabète, mais une fois qu'on a au moins une injection d'insuline par jour, on a le droit d'avoir le remboursement de ce genre de système. L'insuline, généralement de façon très classique, on l'injecte par des stylos comme ça. En haut, c'est des stylos jetables. Il y a une certaine quantité d'insuline, un réservoir. J'utilise plusieurs jours. Une fois que le stylo est fini, je le mets dans la poubelle. C'est pas très écologique, je l'admets, mais bon, c'est le moyen avec lequel on utilise. Sinon, on peut utiliser les stylos en bas. En bas sont rechargeables. C'est les mêmes stylos, on peut les garder le plus longtemps possible. Il y a des cartouches, on les remplit, on les utilise régulièrement, puis on change la cartouche. Donc, c'est pas des systèmes jetables. Après, on peut... toujours, le traitement, c'est toujours l'insuline, mais le vecteur, le véhicule de l'insuline peut changer. On peut utiliser des pompes à insuline, et donc c'est un dispositif comme celui-là. On peut le poser directement, comme ici, c'est un patch, en fait, et il est rempli d'insuline. Il va donner de l'insuline de façon continue. À chaque fois qu'on mange, on lui demande de faire plus. Il y a ça, où il y a le système plutôt filaire, avec un fil ici, et un cathéter, et il introduit l'insuline. Donc l'insuline, soit par stylo, soit par pompe à insuline. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, avec notre système de contrôle de glucose de façon continue, d'une part, donc c'est
c'est ce système-là, c'est le système de contrôle continu de glucose. Ça, c'est la pompe à insuline avec le cathéter qui va avec, et ce qu'on appelle de boucle fermée hybride. C'est une espèce de pancréas artificiel. Les deux systèmes, ils sont connectés par un algorithme et qui va essayer de tout faire. Donc, il monte. On n'a plus besoin d'introduire quoi que ce soit. Elle s'appelle hybride parce qu'il nous manque une chose qu'elle ne sait pas faire par rapport au pancréas. Elle ne sait pas voir le repas. Il faut annoncer le repas. Il faut dire que j'ai mangé 50 grammes de glucides. Sinon, elle ne va pas le voir. Sinon, la glycémie va monter beaucoup après le repas. Elle ne va pas comprendre. Donc, c'est une boucle fermée hybride ou un pancréas artificiel hybride. Il fait tout. Il baisse quand il faut baisser l'insuline. Il monte quand il faut monter. Il arrête quand on n'a plus besoin. Mais s'il y a un repas qui arrive avec beaucoup de sucre dedans, il ne va pas le voir si on n'a pas annoncé pour dire, on clique sur un bouton pour dire j'ai mangé 100 grammes de glucides. Donc ça, c'est la révolution de la prise en charge. Ça change complètement la donne dans la prise en charge du diabète de type 1. La dernière révolution, la première, elle peut tout le monde peut en bénéficier. La boucle fermée, ça dépend des patients. Il y en a certains qui ne veulent pas avoir des systèmes un peu collés à la peau, mais sinon, c'est accessible, c'est pris en charge, c'est remboursé. Il n'y a pas d'effet secondaire particulier, à part l'hypoglycémie. Celui-là, la greffe d'îlot-pancréatique, c'est un système révolutionnaire, mais il concerne que certains patients. C'est quoi l'idée, en fait? C'est que sur un pancréas opéré, sur un cadavre, on va prélever ces cellules spécialisées dans la production d'insuline qui sont les îlots de Langerhans. On va les isoler et puis dans des laboratoires spécialisés, on a 3 en France, et puis on revient pour les injecter chez le patient. Donc on ne transplante pas, on ne greffe pas le pancréas entier, on greffe que les cellules spécialisées dans la production d'insuline. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comme une greffe, vous devez avoir une idée sur la greffe, la transplantation, on a besoin d'un traitement anti-rejet. Il faut prendre des médicaments pour que le corps ne rejette pas ce corps étranger qui sont les îlots de Langerhans. Et ce traitement anti-rejet, il est lourd, il a des effets secondaires, et parmi ces effets secondaires, c'est le diabète. Donc, on ne peut pas proposer à quelqu'un ça pour, à la fin, il redevient diabétique à cause du traitement anti-rejet. Mais c'est un traitement très intéressant pour quelqu'un qui est candidat à une autre greffe. Typiquement, c'est le rein. Quelqu'un qui est déjà greffé pour le rein, qui a un projet d'être greffé pour le rein, il aura forcément un traitement anti-rejet. Il aura cet inconvénient. Il aura les médicaments anti-rejet. Et du coup, c'est les mêmes traitements anti-rejet. Et on peut lui greffer les îlots pancréatiques. Et comme ça, il n'aura plus besoin de s'injecter en insuline pendant quelques années ou plusieurs années. Ça, c'est le type 1. Le type 2, et à mon avis, qui concerne la majorité des gens, c'est la maladie du siècle. C'est la maladie qui concerne tout le monde. Déjà, c'est au moins 90% de tous les diabètes. Lorsqu'on parle du diabète dans le monde, lorsqu'on parle du diabète en France, lorsqu'on parle de l'épidémie ou la pandémie du diabète, c'est le type 2 principalement. Parce que le diabète de type 1, ça reste quand même une maladie rare. Et il est en forte progression, ce diabète. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie s'améliore. Et plus on vit plus tard, plus on a un risque de faire le diabète, malheureusement. Et puis, il y a d'autres facteurs, la sédentarité, on utilise des voitures, enfin, on prend l'avion, le train, etc. Donc, tout ça, c'est pas bon pour le diabète de type 2. Puis, il y a l'obésité aussi qui est là. Vous avez remarqué qu'on atteint le 1 milliard d'obèses dans le monde. Et tout ça, ça va augmenter le nombre de diabétiques dans le monde et en France. Et souvent, il est diagnostiqué chez l'adulte, mais il peut survenir plus tôt. On avait dit qu'en France, on a la chance d'avoir exceptionnellement des diabètes de type 2 chez l'enfant et l'adolescent ou le jeune adulte. Ça reste quand même l'apanage de l'adulte mature, en fait. Et sans problème, le diabète de type 2, il peut être méconnu. Il n'est pas très symptomatique comme le premier. Le premier, on ne peut pas le louper. Lorsqu'il arrive, j'ai soif, j'ai envie d'uriner, je suis fatigué, j'ai perdu du poids, je vais aller voir mon médecin, je vais aller aux urgences et on va me diagnostiquer. Le type 2, il n'y a pas ces symptômes-là. Il peut évoluer à bas bruit pendant 7 ans, 10 ans en fait. Et on pense que dans le monde, il y a 240 millions de patients dans le monde. Maintenant, ils sont en train de se balader, ils ont un diabète, ils ne sont pas au courant qu'ils sont diabétiques. En France, on pense que, enfin une étude, on pense pas, une étude qui a montré qu'on est quasiment à 2% parmi les adultes. On estime à 700 000 patients, enfin sujets, qui a le diabète, mais qui n'est pas au courant qu'il est diabétique. Et là, il y a un rôle très important du style de vie. Ça va nous ramener plus tard il faut aller le chercher, peut-être le diabète de type 2. Il faut le dépister.
parce que si on attend les symptômes, ils vont déclarer beaucoup plus tardivement avec des complications malheureusement, donc on en vient les chercher. Comment le chercher? C'est très simple, le diabète de type 2, c'est faire une glycémie au laboratoire, veineuse, à jeun. Si la glycémie à jeun dépasse 1,26 g, c'est que probablement on a le diabète, on a besoin de le vérifier 2 fois, mais on est dans le diabète. Et le dépistage, il faut le faire dans 2 cas de figure. Le premier cas de figure, clair, quelqu'un qui a des signes évocateurs de diabète. La soif, l'émission fréquente, l'amaigrissement, bien sûr, celui-là, son médecin, il va lui demander de faire la glycémie. Mais pire, plus que ça peut-être, c'est que même les gens qui n'ont aucun symptôme, il faut aller les dépister. Et en France, on pense qu'il faut dépister le diabète à partir de 45 ans. Au-delà de 45 ans, il faut y aller. Si quelqu'un n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire, tous les 3 ans, il faut faire une glycémie veineuse à jeun. J'ai aucun symptôme, j'ai 50 ans, tous les 3 ans, je fais une glycémie veineuse à jeun. Elle est normale, je suis content, dans 3 ans, je répète, etc. Et franchement, c'est un examen qui coûte dans les 10 euros, je pense. C'est vraiment pas cher du tout. En revanche, des gens qui ont des facteurs de risque de faire un diabète de type 2, il faut faire plus fréquemment, il faut faire 1 fois par an cette glycémie veineuse à jeun. Quels sont ces facteurs de risque de diabète de type 2? C'est des notions très simples. Si j'ai une histoire familiale de diabète de premier degré, mon père, ma mère qui ont le diabète, je suis à risque de faire un diabète. Si une femme a déjà fait un diabète gestationnel ou a eu un enfant qui a pesé plus de 4 kg, elle a un risque de faire un diabète de type 2. Si j'étais traité par des corticoïdes à certains moments pour une maladie, je ne sais pas laquelle, de mon genou, et j'ai fait un peu d'hyperglycémie transitoire, il faut que je me méfie, peut-être je vais faire le diabète. Les gens d'origine non caucasienne, les migrants, ils ont un risque plus élevé de faire du diabète. La précarité, un niveau socio-économique défavorable, c'est également des situations où on peut faire du diabète. Et puis, bien sûr, la surcharge pondérale, l'IMC, on va le voir plus tard. Vous savez, c'est le fameux rapport du poids sur la taille, le poids en kilos et la taille en mètres au carré. Et si on dépasse 27, 28, c'est qu'on est en surcharge pondérale. Si on dépasse 30, c'est qu'on est obèse. Et ça aussi, c'est un facteur de risque de faire du diabète. Puis il y a l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, les maladies rénales et cardiovasculaires. Mais au moins, le poids, l'histoire familiale, et si j'ai eu des traitements particuliers, peuvent augmenter ma chance ou ma malchance de faire un diabète. Et à ce moment-là, j'ai besoin de faire un dépistage 1 fois par an. Si j'ai pas tout ça, j'ai 45 ans et plus, je fais de temps en temps, 1 fois par 3 ans, ça peut suffire pour dépister le diabète. Et encore une fois, il y a beaucoup de sujets qui ont un diabète méconnu, et si on le dépiste, on peut le traiter de façon extrêmement simple. Le traitement, il est vraiment simple, et vous allez voir, on peut même le prévenir. On peut le prévenir, pourquoi? Parce qu'il y a un état de prédiabète. Et là, je vous mets la glycémie. Donc, on s'est dit que celui qui a 1,26 g, lui, il est diabétique. Celui qui a inférieur à 1,10 g, il est normal, il n'a pas de problème. Il y a des gens qui sont au milieu. Et ceux-là, les gens qui sont au milieu, on les appelle des gens prédiabétiques. Ils ont 35% de chance ou de malchance de développer un diabète. Et c'est une situation aussi fréquente, 10% de la population. Elle expose au risque de faire un diabète authentique, donc 35% de risque de faire un vrai diabète. Et surtout, cette situation-là, cette condition-là, c'est une très bonne cible de prévention. Et la question que les chercheurs se sont posées il y a peut-être 20 ans, est-ce qu'on peut prévenir le diabète de type 2? La réponse est clairement oui, on peut le prévenir. Et c'est là la force de l'affaire, à mon avis. C'est là où les autorités de santé doivent faire beaucoup d'efforts. On peut le prévenir, vous allez voir, de façon extrêmement simple et efficace. Dans cette étude-là, nord-américaine, ils ont pris à peu près 3000 sujets qui avaient un prédiabète. Donc une glycémie qui n'est pas tout à fait normale, mais qui n'est pas tout à fait pathologique. Ils les ont randomisés de façon aléatoire dans 2 groupes. Le premier groupe, changement de mode de vie. Des règles diététiques avec un objectif de perdre du poids en moins 7% et faire de l'activité physique en moins 150 minutes par semaine. L'autre groupe, le groupe contrôle, on les a pas lâchés dans la nature, mais on leur a donné des conseils, mais de façon assez standard. On les a conseillé de faire attention à ce qu'ils mangent, de bouger, etc., mais pas de façon extrêmement objectivée, ciblée comme le premier groupe à gauche. Et à la fin, ma foi, au bout de 3 ans, 58% de risque de moins de faire du diabète dans le groupe qui avait cet encadrement diététique et activité physique. On peut le prévenir. Et cette étude-là a été faite en moins 10 fois
par ces méthodes-là, par des médicaments très simples, et ils vont... Vous savez, le niveau scientifique, inutile qu'il montre quelque chose, c'est bien, mais on se méfier. Deux, on commence à te rassurer. Lorsque toutes les études, plusieurs, montrent la même chose, c'est que c'est un très bon niveau de preuve scientifique. Et là, c'est un très bon niveau de preuve scientifique parce que plusieurs équipes de la Chine, en Europe, aux États-Unis, tout le monde a fait ça et ça marche à tous les coups. Si on change le mode de vie chez quelqu'un qui a un prédiabète, on va prévenir le diabète. Et c'est génial. Si je préviens le diabète, je n'aurai pas de médicaments, j'aurai pas de complications, j'aurai moins de consultations, etc. Donc c'est extraordinaire, et c'est ça, s'il y a un message à garder, c'est cette étude-là, et ce message-là, c'est que si on a une glycémie qui commence à devenir borderline, on peut prévenir l'installation d'un diabète par des méthodes extrêmement simples, en faisant attention à ce qu'on mange, en faisant un peu de sport, un peu de marche, un peu de natation, un peu de jardinage, et ça marche très très bien. Ça permet de réduire mon risque de développer un diabète de façon extrêmement importante. Quelles sont ces mesures diététiques? Elles sont très personnalisées, adaptées. Il est très difficile de donner une recette de façon générale à tout le monde. Mais il y a quelques basiques très simples, en fait. Il faut un régime équilibré. Il n'y a pas besoin forcément de baisser l'apport calorique, sauf si quelqu'un est en surpoids, en obésité. Peut-être qu'il faut qu'il baisse un peu l'apport calorique quotidien. Par la suite, il faut favoriser les acides gras insaturés, et ça, c'est pour faire simple, les matières grasses d'origine végétale, c'est des notions qu'on connaît tous. Il faut absolument baisser les acides gras saturés, et ça, c'est la graisse animale. Il faut vraiment la baisser beaucoup. Il faut baisser le sucre. Tout ce qu'on goûte sucré, à part les fruits, est dangereux, y compris aspartame et light et tout ça. Ça, c'est vraiment des messages qui sont complètement faux et pas vrais. Celui qui veut ne pas prendre de calories, ne pas prendre de risques, il faut qu'il boive de l'eau de façon générale. En parlant de boissons sucrées, il n'y a pas de boissons sucrées aspartame ou sucre zéro, etc. Et bien sûr, toute une série de tout ce qu'on connaît comme sucré, ça, il faut éviter. Et puis, il y a un autre élément extrêmement important et des aliments extrêmement dangereux, c'est les aliments transformés. Tout ce qui est transformé est dangereux, que ce soit en termes de diabète, en termes de maladies cardiovasculaires, en termes de cancer, de plein d'autres pathologies. Tout ce qui est transformé, la viande transformée, les aliments transformés, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas mieux que le naturel. Si on veut prendre un peu de viande 3 fois par semaine, c'est super, mais il faut prendre la viande, mais pas la charcuterie. Et les fibres, super intéressant, super important, et ça, on connaît tout ça. Et après, il faut baisser le sel, parce que le sel, c'est un élément extrêmement important pour réguler la pression artérielle. Et vous savez, la pression artérielle et le diabète, c'est des cousins germains. En fait, ça marche ensemble, surtout le diabète de type 2. Par la suite, si on rentre un peu dans le détail, la teneur des repas en glucides, il y a une notion très simple. On regarde dans les emballages, je sais pas quoi, quelle est la quantité de glucides dans mon emballage, dans mon repas, dans mon aliment. Bon, c'est bien, mais c'est pas assez. Ce qui est intéressant comme principe, c'est l'index glycémique. L'index glycémique, c'est pas forcément la quantité dans chaque aliment, la quantité de glucides dans chaque aliment, mais c'est plutôt il est comment ce glucide-là et quel sera son impact sur la glycémie. C'est la finalité, est-ce qu'il va augmenter ou pas la glycémie dans le sang? Et il varie d'une échelle de 0 à 100. 0, c'est l'index glycémique, il est nul, il n'y a pas de problème. Et 100, l'index glycémique, il est très fort. Et plus l'index glycémique est fort, plus l'impact sur le sang, sur la glycémie, il est fort. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que l'index glycémique il est très intéressant par rapport à la quantité en elle-même, c'est qu'on peut voir l'index glycémique d'un aliment changer en fonction de la cuisson, en fonction de la préparation, ou s'il est en purée ou en jus. Par exemple, souvent, les jus de fruits, ils ont des index glycémiques beaucoup plus forts que le fruit lui-même. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé de prendre le fruit que le jus de fruits. Sans parler que le liquide, il est très rapide, il est absorbé rapidement, il va monter à la glycémie extrêmement rapidement. Après, il y a des notions très complètes, ou plus ou moins complètes, qui est la charge glycémique, qui prend en considération l'index glycémique multiplié par la quantité de glucose dans l'aliment divisé par 100. Mais ça, on ne va pas beaucoup détailler, mais on peut, pour dire qu'on peut coupler un peu les deux notions pour avoir un truc plus complet. Quelques exemples de l'index glycémique. Il y a des aliments avec un index glycémique bas, moyen et haut. Et on peut commencer par 2-3 exemples à gauche pour le bas. Eh ben,
Ça marche moins. Ouais. Si, il est là. Je pense qu'il commence à fatiguer, mais c'est pas grave. Les figues, les prunes, les poires, ils ont un index glycémique plutôt bas, 35. Les abricots, même encore mieux. Les fraises, les aliments, les fruits rouges, ils ont souvent un index glycémique bas. Et puis, bien sûr, les olives, les oignons, etc., c'est très bien. Les cacahuètes, ça, c'est 15. Ça commence à devenir un peu fort si on parle de bananes, de kiwi, on est dans les 45-50. Tout ce qui est complet, c'est pas mal. On est dans le moyen, le riz complet, le pain complet, etc. Et une fois qu'on arrive à des aliments, le pain blanc, la farine blanche, de façon générale, elle a un index glycémique très fort. Les frites, il faut même pas en parler. Et par exemple, les carottes, elle a un index glycémique, c'est moyen. Si elles sont cuites, elles passent un peu à fort. Donc c'est ça son intérêt, l'index glycémique. La façon de préparer, de cuire en fait l'aliment, ça peut changer un peu son pouvoir hyperglycémique. C'est ça. Si j'utilise des termes simples pour définir l'index glycémique, c'est le pouvoir hyperglycémiant d'un aliment. Après, il y a le Nutri-Score, vous l'avez vu certainement dans les supermarchés, etc. C'est un logo affiché dans les emballages alimentaires. Il informe sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires, en plus des recommandations européennes. Et surtout, il est beaucoup plus... L'index glycémique s'intéresse qu'à la partie charge en glucose, mais là, on est dans toute la qualité nutritionnelle de l'aliment, y compris les ingrédients. Et vous avez compris, ils sont classés de A à E. A, l'aliment, il a une valeur nutritionnelle extrêmement forte, donc bonne pour la santé. Et E, il a une valeur nutritionnelle très faible, donc pas bonne pour la santé. Et en 2024, là, récemment, à peu près 1400 marques sont engagées pour afficher ce logo dans leur aliment. Super intéressant à mon avis. C'est une bonne orientation lorsqu'on fait nos courses pour se baser sur le Nutri-Score. L'autre point important, l'activité physique, soit le sport réellement, ou bouger un peu, la même chose, il faut l'adapter et de façon progressive. Je ne peux pas commencer du jour au lendemain si j'ai pas fait pendant 10 ans et aller courir pendant 1 heure, c'est dangereux si je connais pas la situation de mon cœur, par exemple. Si j'ai des problèmes articulaires, je peux aller doucement, je cours pas, je nage. Enfin, il faut l'adapter, il faut que ça soit progressif. Les objectifs, si on arrive à faire ça, c'est pas mal. 150 minutes par semaine, ça fait une demi-heure par jour, 5 jours par semaine, avec une activité physique pas forcément élevée, modérée à élevée, c'est pas mal. Et il faut éviter de rester sédentaire au-delà de 2 jours par semaine. Si on travaille 5 jours dans la semaine et il y a des repos un jour entre chaque 2-3 jours, c'est pas mal. Et surtout, ça c'est particulièrement la majorité des gens, nous tous, on travaille derrière des ordinateurs, on est devant le canapé, etc. Il faut couper en fait cette sédentarité devant l'ordinateur ou devant le canapé, etc. Généralement, il faut, même si on a un travail très important devant notre ordinateur, il ne faut pas dépasser 90 minutes à 120 minutes. Il faut s'arrêter et aller bouger, juste bouger 2-3 minutes et revenir. C'est beaucoup mieux de rester 4 heures pendant son ordinateur sans bouger. Donc ça, c'est super important de couper ces phases, ces moments très longs de sédentarité par une petite activité, aller chercher un verre d'eau, aller passer un coup de fil à quelqu'un en marchant un peu, en parlant. Ça permet de couper un peu ça. Chez l'enfant et l'adolescent, on conseille plutôt 60 minutes par jour. Toujours cette activité physique d'intensité modérée à élever. Et la même chose, il faut couper les périodes très longues de sédentarité. Peut-être ne pas dépasser 2 heures derrière son livre, peut-être, ou je sais pas quoi. Il faut qu'il bouge un peu. Et un élément important, c'est très important de focaliser sur les enfants, parce qu'on voit les chiffres monter de l'obésité, du diabète, et chez les générations jeunes, en fait, où il faut travailler beaucoup. Et la pratique régulière, ça a été prouvé aussi, c'est un très bon niveau de preuve scientifique. La pratique régulière d'une activité physique et sportive, même d'intensité modérée, améliore notre qualité de vie et améliore également notre espérance de vie. Ça c'est des choses qu'on a prouvées scientifiquement de façon extrêmement claire. Et vous avez compris que le diabète, il y a une notion, ce qu'on appelle la notion holistique. Une personne, c'est pas une glycémie, une personne, c'est pas une tension artérielle, une personne, c'est pas un cholestérol,
un être humain, enfin un corps, c'est un corps entier. Il faut le prendre de façon entière aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le diabète type 2, principalement, il est souvent associé à l'obésité, à l'hypertension artérielle, à l'hypercholestérolémie. Ils viennent ensemble. Et le troisième point, c'est que curieusement, les maladies métaboliques, diabète, obésité, cardiovasculaire, cancer, démence, ils ont souvent les mêmes facteurs de risque. À la fin, la source, elle est la même. À la fin, ça part de l'obésité, ça part de l'hypertension artérielle, de cholestérol, du gras, de notre façon de manger, de notre façon de vivre, pour faire un peu ce phénotype à la fin pathologique qui est cancer, qui est diabète, qui est obésité ou maladie cardiovasculaire. Et il y a une notion qui se développe très bien maintenant, qui est la notion du score, de la santé idéale. Quelle est une santé idéale, en fait? Et la Société américaine de cardiologie, elle a proposé ça. Elle a proposé 8 marqueurs tout simples de notre vie de tous les jours pour aller les regarder, pour cibler une santé idéale. Et c'est quoi? Notre alimentation, l'assiette, le tabac, on fume pas, on bouge pas, l'activité physique, le sommeil, comment est la qualité de notre sommeil, l'indice de masse corporelle, enfin grosso modo notre poids et son rapport avec notre taille, la pression artérielle, la glycémie, les lipides. Et si on regarde un peu ça, si on améliore un peu ça, on peut améliorer notre santé. Et plusieurs études ont montré que quand ces voyants-là sont au vert, on peut faire 5 sur 8 ou 6 sur 8, ou celui-là il est bien, mais à la fin, ça va dans le bon sens. Une fois qu'on améliore ça de façon conjuguée, combinée, on fait ce qu'on peut, en mangeant bien, en bougeant plus, en prenant pas de poids, en essayant d'avoir une tension normale, donc baissant le sel, etc., on va avoir moins de risques de développer le diabète. Mais pas que. On va baisser le risque de faire des maladies cardiovasculaires. On va baisser le risque de faire des maladies rénales. On va baisser le risque d'avoir une démence. On va baisser le risque de faire des cancers. Donc, à la fin, le background, c'est le même. C'est notre façon de vivre. Ces marqueurs, ces marqueurs de santé idéale qui sont très basiques, on les connaît tous, la glycémie, le poids, la tension, le cholestérol, le sommeil, le tabac, etc. À la fin, si on améliore tout ça de façon complémentaire, on arrive à améliorer beaucoup notre santé en évitant toute une série de complications du siècle. Maintenant, c'est les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires et le cancer qui nous causent la majorité des problèmes de santé actuellement à travers le monde. Rapidement, il y a un traitement pharmacologique aussi pour le diabète, en plus de cette intervention hygiéno-diététique. Et les médicaments peuvent être par voie orale ou injectable, que ce soit de l'insuline ou d'autres hormones, comme le GLP-1. Et pour améliorer notre sensibilité à l'insuline, vous vous rappelez au départ, ces organes cibles, le muscle, le foie, l'adépocyte, ils peuvent avoir du mal à recevoir le signal insuline. Donc on peut donner des médicaments comme la metformine pour améliorer cette sensibilité à l'insuline. On peut donner des médicaments pour aller booster le pancréas dans le diabète de type 2 pour qu'il fabrique plus d'insuline. Allez, fais plus, s'il te plaît. Et surtout, l'objectif, encore une fois, mon histoire d'iceberg, en fait, c'est pas que la glycémie. On améliore la glycémie avec ce marqueur-là que les diabétiques connaissent, qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. C'est un dosage qu'on fait dans le sang au laboratoire. Ça reflète la glycémie des 3 derniers mois. On aime bien l'améliorer, mais on améliore ça en évitant les hypoglycémies. Ce que j'ai pas dit clairement, c'est qu'on ne sait pas bien traiter le diabète, surtout le type 1. Lorsqu'on essaie de baisser la glycémie, des fois on baisse trop, ça fait des hypoglycémies, c'est un problème aussi. Donc maintenant, dans le type 2, on a des médicaments qui traitent le diabète, baissent l'hyperglycémie, sans pour autant entraîner de l'hypoglycémie. Il y a des médicaments qui traitent le diabète qui font prendre du poids, et c'est pas bien. Maintenant, on arrive à développer des médicaments qui traitent le diabète sans prendre du poids, et même favorisant la perte pondérale. Il y a même des médicaments qui se développent dans l'obésité indépendamment du diabète. Il faut un médicament qui est bien toléré, parce que vous savez, il n'y a aucun médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Tout médicament a des effets secondaires. Donc on essaie de trouver la bonne combine pour traiter les gens sans avoir des effets secondaires très gênants. Et surtout cette notion, la dernière, je ne sais pas si je peux celle-là, c'est que maintenant, traiter le diabète pour baisser la glycémie, c'est bien, mais ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas assez. On cherche des médicaments pour traiter le diabète de type 2, pour baisser la glycémie, sans avoir d'hypoglycémie, sans prendre du poids, même en perdant du poids, mais surtout en réduisant les complications, maladies cardiovasculaires, l'AVC,
l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale. Et on a des traitements comme ça maintenant dans le type 2. On a des médicaments qui agissent à la fois sur la glycémie, sur le poids et sur ces complications-là que je viens de citer. Et je pense que j'arrive à la conclusion. Le diabète, c'est une maladie qui est marquée par sa fréquence. C'est une maladie fréquente. Il y en a beaucoup, en fait, il y en a trop. C'est ça, il y en a trop. Le diabète de type 2 principalement. Et il y en a plein qui vivent avec un diabète de type 2 sans problème, mais quand même, il y en a certains qui arrivent à avoir des complications gravissimes. Et c'est des complications métaboliques. Tout de suite, là, j'ai trop de sucre et j'arrive aux urgences parce que je suis dans un coma hyperosmolaire. Ou des complications à long terme. Le vaisseau, il est exposé à l'hyperglycémie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et je finis par avoir un problème aux yeux, aux reins, aux pieds. L'insuline, elle est vitale dans le diabète de type 1. On ne peut pas vivre. Le type 1, il n'a pas d'insuline. Ce process auto-humain-là, il a détruit sa façon de produire l'insuline. Il faut la remplacer, sinon ça ne le fait pas. Les règles hygiéno-diététiques, la diététique et le sport, c'est le pilier, en fait, de traiter le diabète de type 2. On a des médicaments pharmacologiques qui aident, on les a discutés. Et le diabète de type 2, surtout, il est dépistable, on peut le dépister, on peut le prévenir. C'est à portée de main, on peut prévenir un diabète. Si ma glycémie elle est borderline, je peux faire en sorte que je n'aurai pas le diabète les 10 prochaines années. Ça, c'est possible, on peut le faire. Et penser à la glycémie seule ne suffit pas. Il faut le poids, l'attention, le gras, le tabac, le sommeil, et ce qu'on appelle les 8 essentiels pour avoir une santé idéale. Et merci beaucoup. Et je pense qu'on a le droit de discuter maintenant. C'est ce qui m'intéresse plus.